Alors, on y va pour la dernière partie de la séance 9 sur la tresse, le polycopié qu'on n'avait pas fini avec les colonnes qui concernaient nos trois personnages principaux. Je fais la vidéo en deux temps, la lecture d'une bonne partie du chapitre qui concerne Sarah, donc qui commence à la page 31 qui va jusqu'à la page 41, et ensuite les mêmes questions qu'on s'était posées par rapport aux autres héroïnes sur cadre spatio-temporel, personnages, actions, les questions d'égalité. Je vous partagerai mon écran pour que vous puissiez remplir le polycopier après avoir réfléchi grâce à la lecture aux réponses qu'il fallait trouver dans le chapitre. C'est parti, je commence donc par la lecture d'une bonne partie du chapitre. Sarah, Montréal, Canada. L'alarme sonne et le compte à rebours commence. Sarah est en lutte contre le temps, de l'instant où elle se lève à celui où elle se couche. À la seconde où elle ouvre les yeux, son cerveau s'allume comme le processus d'un ordinateur. Chaque matin, elle se réveille à 5 heures. Pas le temps de dormir plus, chaque seconde est comptée. Sa journée est chronométrée, millimétrée, comme ces feuilles de papier qu'elle achète à la rentrée pour les cours de maths des enfants. Il est loin le temps de l'insouciance, celui d'avant le cabinet, la maternité, les responsabilités. Il suffisait alors d'un coup de fil pour changer le cours d'une journée. Et si ce soir on faisait, et si on partait, et si on allait, aujourd'hui tout est planifié, organisé, anticipé. Plus d'improvisation. Le rôle est appris, joué, répété chaque jour, chaque semaine, chaque mois, toute l'année. Mère de famille, cadre supérieur, working girl, it girl, Wonder Woman, autant d'étiquettes que les magazines féminins collent sur le dos des femmes qui lui ressemblent, comme autant de sacs pesants sur leurs épaules. Sarah se lève, se douche, s'habille. Ses gestes sont précis, efficaces, orchestrés comme une symphonie militaire. Elle descend à la cuisine, dresse la table du petit déjeuner, toujours dans le même ordre. Lait, bol, jus d'orange, chocolat, pancake pour Anna et Simon, céréales pour Ethan, double café pour elle. Elle va ensuite réveiller les enfants, Anna d'abord, puis les jumeaux. Leurs vêtements ont été préparés la veille par Ron. Ils n'ont qu'à se débarbouiller et les enfiler pendant qu'Anna remplit les lunchbox, et c'est l'affaire qui roule, aussi vite que la berline de Sarah dans les rues de la ville, pour les déposer à l'école, Simon et Ethan en primaire, Anna au collège. Après les bises, les « tu n'as rien oublié », les « couvre-toi mieux », les « bon courage pour ton examen de maths » et les « arrêtez de chahuter derrière », les « non, tu vas à la gym » et enfin le traditionnel « le week-end prochain, vous êtes chez vos pères ». Sarah prend la direction du cabinet. À 8h20 précisément, elle gare sa voiture dans le parking, devant le panneau portant son nom. Sarah Cohen, Johnson & Lockwood. Cette plaque, qu'elle contemple tous les matins avec fierté, désigne plus que l'emplacement de sa voiture. Elle est un titre, un grade, sa place dans le monde, un accomplissement, le travail d'une vie, sa réussite, son territoire. Dans le hall, le portier la salue, puis la standardise, toujours selon le même rituel. Ici, tous l'apprécient. Sarah pénètre dans l'ascenseur, appuie sur le bouton du 8e étage, traverse les couloirs d'un pas rapide en direction de son bureau. Il n'y a pas grand monde. Elle est souvent la première arrivée et la dernière partie. C'est à ce prix qu'on construit une carrière, c'est à ce prix qu'on devient Sarah Cohen, associée en equity du prestigieux cabinet Johnson & Lockwood, l'un des plus cotés de la ville. S'il y a une majorité de femmes parmi les collaboratrices, Sarah est la première à avoir été promue associée dans ce cabinet réputé machiste. La plupart de ses amies de l'école du barreau se sont heurtées au plafond de verre. Certaines d'entre elles ont même abandonné, changé de carrière, malgré les études longues et exigeantes qu'elles ont menées. Mais pas elle, pas Sarah Cohen. Le plafond, elle l'a pulvérisé, fait exploser à grands coups d'heures supplémentaires, de week-ends passés au bureau, de nuits à préparer ses plaidoiries. Elle se souvient de la première fois où elle est entrée dans le grand hall en marbre, il y a 10 ans. Alors, je passe sur l'entretien d'embauche, d'accord, qui, pour elle, avait été mitigé et qui fait que malgré tout, elle va être embauchée. Donc, je suis en bas de la page 34. Par la suite, elle avait appris que Johnson l'avait choisie en personne, l'avait désignée parmi tous les candidats, contre l'avis de Gary Kirst. Il allait falloir s'y habituer. Gary Kirst ne l'aimait pas, ou il l'aimait trop. Il était peut-être jaloux, ou bien il la désirait, qu'importe, il se montrerait hostile en toutes circonstances, gratuitement, irrémédiablement. Sarah les connaissait, ces hommes ambitieux qui détestaient les femmes, se sentaient menacés par elles et les côtoyaient, mais n'en faisaient que peu de cas. Elle traçait son chemin en les laissant sur le côté. Chez Johnson & Lockwood, elle avait gravi les échelons à la vitesse d'un cheval lancé au galop, se forgeant une solide réputation en cour de justice. Le tribunal était son arène, son territoire, son colisée.
Lorsqu'elle y pénétrait, elle devenait une guerrière, une combattante intraitable, impitoyable. Pour plaider, elle prenait une voix légèrement différente de la sienne, plus grave, plus solennelle. Elle s'exprimait par phrases courtes, incisives, tranchantes comme des uppercuts. Elle laissait ses adversaires KO, s'engouffrant dans la moindre faille, la moindre faiblesse de leur argumentaire. Elle connaissait par cœur ses dossiers. Elle ne se laissait pas démonter, elle ne perdait jamais la face. Depuis qu'elle avait commencé à exercer dans ce petit cabinet de la rue Winston, qu'il avait embauché après son diplôme du barreau, elle avait gagné la très grande majorité de ses affaires. Elle était admirée et redoutée. Elle était, à presque 40 ans, un modèle de réussite pour les avocats de sa génération. Au cabinet, le bruit courait qu'elle était la prochaine managing partner. Johnson était âgé, il faudrait lui succéder. La place était convoitée par tous les associés. Il s'y voyait déjà, calife à la place du calife. Ce poste était une consécration, un Everest dans le monde de l'avocature. Sarah avait tout pour être désignée. Un parcours exemplaire, une volonté sans faille, une capacité de travail défiant toute concurrence, une forme de boulimie qui toujours la poussait à rester en mouvement. Elle était une sportive, une alpiniste qui après chaque pic s'attaquait au suivant. Elle voyait sa vie ainsi comme une longue ascension, se demandant parfois ce qui se passerait lorsqu'elle serait au sommet. Ce jour-là, elle l'attendait sans vraiment l'espérer. Bien sûr, sa carrière avait exigé des sacrifices. Elle lui avait coûté son lot de nuits blanches et ses 2 mariages. Si Sarah répétait souvent que les hommes aiment les femmes qui ne leur font pas d'ombre, elle admettait aussi que 2 avocats ensemble, c'était un de trop. Elle avait lu un jour dans un magazine, elle qui n'en lisait presque jamais, une statistique cruelle sur la durée de vie des couples d'avocats. Elle l'avait montrée à son mari d'alors, ils en avaient ri avant de se séparer l'année d'après. Accaparée par son travail au cabinet, Sarah avait dû renoncer à partager de nombreux moments avec ses enfants. Faire l'impasse sur les sorties scolaires, les kermesses de fin d'année, les spectacles de danse, les goûters d'anniversaire, les vacances, lui pesaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle savait que tous ces instants ne se rattraperaient pas, et cette pensée l'affectait. Elle la connaissait bien, cette culpabilité des mères qui travaillent. Elle l'avait assaillie dès la naissance d'Anna, dès ce jour terrible où elle avait dû la laisser, alors âgée de 5 jours, dans les bras d'une nounou, pour gérer une urgence au cabinet qu'il employait. Elle avait vite compris qu'il n'y aurait pas de place, dans le milieu où elle évoluait, pour les atermoiements d'une mère éplorée. Elle avait caché ses larmes sous une épaisse couche de fond de teint avant d'aller travailler. Elle se sentait déchirée, écartelée, mais ne pouvait se confier à personne. Elle enviait alors la légèreté de son mari, cette fascinante légèreté des hommes chez qui ce sentiment semblait curieusement absent. Ils passaient la porte de chez eux avec une insolente facilité. En partant le matin, ils n'emportaient que leur dossier, alors qu'elle traînait partout le fardeau de sa culpabilité, comme une tortue sa lourde carapace. Donc après, on a la suite de cette explication sur la culpabilité, le fait qu'elle ne parle jamais de ses enfants quand elle est au travail, qu'elle avait même réussi à cacher complètement ses grossesses. Et donc, je reprends la page 39. Sarah avait ainsi construit un mur parfaitement hermétique entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, chacune suivant son cours, telles 2 droites parallèles qui ne se rencontrent pas. C'était un mur fragile, précaire, qui se fissurait parfois et s'effondrerait peut-être un jour. Qu'importe. Elle se plaisait à penser que ses enfants seraient fiers de ce qu'elle avait construit, de ce qu'elle était. Elle s'efforçait de compenser la quantité des moments passés avec eux par leur qualité. Dans l'intimité, Sarah était une mère tendre et attentionnée. Pour tout le reste, il y avait Ron, Magic Ron, comme les enfants l'avaient appelé eux-mêmes. Ils riaient de cette appellation, qui était devenue peut-être presque un titre. Sarah avait recruté Ron quelques mois après la naissance des jumeaux. Elle avait eu maille à partir avec Linda, sa précédente nounou, qui, outre ses retards incessants et son peu d'empressement au travail, avait commis une faute grave ayant entraîné sa mise à pied immédiate. Rentrée à l'improviste pour prendre un dossier qu'elle avait oublié, Sarah avait trouvé Ethan, alors âgé de 9 mois, seul dans son lit, la maison déserte. Linda était revenue du marché 1 heure plus tard, comme si de rien n'était, accompagnée de Simon. Prise en faute, elle s'était justifiée en expliquant qu'elle promenait chaque jumeau 1 jour sur 2, en alternance, jugeant trop difficile de les sortir ensemble. Sarah l'avait renvoyée le jour même. Prétextant au cabinet une sciatique invalidante, elle avait auditionné les jours suivants de nombreuses assistantes maternelles, parmi lesquelles figurait Ron. Surprise de trouver un homme aspirant à ce poste, elle avait d'abord écarté sa candidature. On lit tant de choses dans les journaux. En outre, ses 2 maris s'étant peu illustrés dans l'art de changer une couche ou donner un biberon, elle doutait de la capacité d'un homme à exceller dans ses tâches. Elle s'était alors rappelé son entretien d'embauche chez Johnson & Lockwood
et ce qu'elle avait dû accomplir en tant que femme pour s'imposer dans ce milieu. Elle avait finalement révisé son jugement. Ron avait droit à sa chance comme les autres. Il avait un CV irréprochable, des références solides. Il était lui-même père de 2 enfants. Il habitait dans un quartier voisin. Il était évident qu'il avait toutes les qualités requises pour le poste. Sarah l'avait mis à l'essai pendant 2 semaines, durant lesquelles Ron s'était révélé parfait. Il passait des heures à jouer avec les enfants, cuisinait divinement, faisait les courses, le ménage, la lessive, la déchargeant de tout ce que le quotidien peut avoir d'astreignant. Les enfants l'avaient adopté, les jumeaux comme Anna, alors âgée de 5 ans. Sarah venait de se séparer de son second mari, le père des garçons. Elle avait pensé qu'une figure masculine serait appréciable dans une famille monoparentale comme la sienne. Inconsciemment, elle s'assurait peut-être aussi en engageant un homme que personne ne prendrait sa place de maman. Ron était devenu Magic Ron, indispensable à sa vie et à celle des enfants. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, Sarah voyait une femme de 40 ans à qui tout avait réussi. Elle avait 3 beaux enfants, une maison bien tenue, dans un quartier huppé, une carrière que beaucoup lui enviaient. Elle était à l'image de ces femmes que l'on voit dans les magazines, souriantes et accomplies. Sa blessure ne se voyait pas. Elle était invisible, quasi indécelable sous son maquillage parfait et ses tailleurs de grands couturiers. Pourtant, elle était là. Comme des milliers de femmes à travers le pays, Sarah Cohen était coupée en 2. Elle était une bombe prête à exploser. Et donc, voilà pour cette fin du premier chapitre qui concerne Sarah. Alors, on en vient du coup au fait que normalement, vous avez réfléchi en même temps que j'ai lu à toutes les catégories qui sont sur le polycopier et au fait que maintenant, je partage le dit polycopier pour qu'on puisse voir nos réponses. Donc, pour le cadre spatio-temporel, c'est assez simple dans la mesure où c'est toujours annoncé en début de chapitre. Donc, Montréal, Canada. Je remets ça vite fait sur la carte. Montréal, on est d'accord que c'est une ville qui est sur la côte est du Canada. On va réduire un tout petit peu. Donc, voilà. C'est avec l'embouchure du Saint-Laurent. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette espèce de petite rentrée-là. Il y a le fleuve Saint-Laurent et hop, Montréal, c'est à peu près par là. Donc, qui est quand même une grande ville du Canada, région Québec. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir maintenant sur la carte les 3 points qui concernent nos 3 héroïnes. Donc, on est bien sur 3 continents différents, Amérique du Nord, Europe et Asie. Et puis voilà, dans des endroits vraiment précisément localisés. On peut se dire que ça intéressait notre autrice de véritablement être aussi précise que ça. Pour les personnages principaux, alors je peux peut-être zoomer encore un peu sur... Voilà, donc Sarah, personnage principal. Sont évoqués ses 3 enfants, Anna et les jumeaux Simon et Ethan, Ron, l'assistant maternel qui gère la maison et gère les enfants, Johnson, le patron du cabinet d'avocats, et un de ses collègues qui déteste Sarah, Gary Crust. Voilà, on sera amené à recroiser ces personnages-là dans la suite de l'histoire de Sarah. Donc ça vaut le coup de les avoir notés. Ok. Je vais avancer pour la vidéo, bien évidemment, pour avoir le temps de noter sur votre fiche. Vous faites pause, vous notez dans la bonne case et ensuite vous avancez. Au niveau des actions, on découvre Sarah dans sa vie quotidienne qui est gérée au détail près, tant par rapport aux enfants et surtout par rapport à son poste à responsabilité dans un grand cabinet d'avocats, puisqu'elle est l'une des associées majoritaires de ce cabinet. Et donc, on a différentes scènes qui nous montrent son travail, sa place au tribunal où elle est particulièrement à l'aise. Et donc, l'événement finalement dans cette espèce de train-train très bien orchestré, où on insiste justement sur le côté millimétré de cet orchestrage, eh bien, c'est l'annonce de cette blessure invisible et d'une explosion à venir. Donc, on ne sait pas encore où, comment, pourquoi, mais le chapitre nous laisse entendre que cette espèce de bonheur parfait qu'elle a mis en place ne va pas pouvoir durer si simplement. D'accord. Donc, on est un peu sur la même stratégie que ce qu'on avait eu pour Julia, avec le fait qu'on apprend qu'il est arrivé quelque chose à son père, mais voilà, on n'a pas encore la suite. Donc, on est sur un effet d'attente voulu par l'autrice pour donner envie d'aller suivre l'histoire de ce personnage-là. Alors, j'en viens ensuite à la question de l'égalité. Globalement, ce qui revient le plus dans le chapitre, c'est l'ensemble des sacrifices qu'elle a dû faire
en tant que femme sur sa vie personnelle, familiale, pour réussir à avoir sa place en tant que grande avocate dans le cabinet, pour avoir un poste d'associé. Et donc, on nous dit que c'est un milieu qui, a priori, était extrêmement machiste et que faire carrière pour une femme, ce n'était pas donné. Donc, on voit bien que la question de faire carrière, quand on est un homme ou quand on est une femme, ne se pose pas de la même question, et c'est de ça que parle le plus peut-être le chapitre. Ce qu'il y a aussi, c'est ce sentiment de culpabilité qui ronge Sarah, qui est largement développé, et où elle compare avec son mari qu'elle avait à l'époque, et qui, lui, n'est pas du tout rongé par cette culpabilité, qui fait son travail, qui rentre à la maison et qui ne se pose pas de questions. Alors qu'elle, en tant que mère, parce qu'il y a cette habitude pour les femmes de « c'est à elle de gérer la maison, c'est à elle de gérer la famille », va se sentir tiraillée par cette culpabilité. Il y a également des allusions à la question de la charge mentale, de celle qui doit tout planifier, trouver des solutions pour justement gérer le quotidien et pour gérer à la fois la carrière et la vie de la maison, la vie familiale. D'accord ? C'est quelque chose qui apparaît dans le chapitre sans porter ce nom-là, mais qui a été depuis largement analysé par la psychologie et la sociologie. Et enfin, il y a peut-être l'anecdote sur le recrutement de Ron, qui pose aussi une question d'inégalité potentielle, mais donc d'égalité rétablie par Sarah, un peu de la même manière que chez Julia, elle n'avait pas voulu être privilégiée, elle avait voulu sauvegarder l'égalité. Et donc ici, ça se pose au moment où Sarah recrute une nouvelle nounou, obtient le CV de Ron, qui est un homme, et par principe, le rejette en se disant que c'est pas possible de recruter un homme en tant qu'assistant maternel comme nounou. Et finalement, en repensant à sa propre expérience délicate d'être recrutée en tant qu'avocate dans un milieu d'hommes, elle va donner sa chance à cette personne-là, et qui va en plus se révéler profondément professionnelle. Donc, ça pose effectivement cette question de « y a-t-il des métiers faits pour les hommes, des métiers faits pour les femmes ?» Et qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui postule là où on ne l'attend pas? Est-ce que véritablement on est si égalitaire ou pas? Et donc même Sarah se laisse prendre peut-être à ses préjugés sur certains métiers pour les hommes, pour les femmes. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait noter dans cette case-là pour les différentes questions d'égalité. Donc, on en a terminé avec ça, donc je vous laisse bien noter, hein. On en a terminé avec les questions de l'égalité, et donc pour la partie citation, je vais vous expliquer ça, je le bascule dans un DM que je vous envoie sous peu. Bon courage à tous, et n'hésitez pas à faire des pauses pour arriver à bien noter, je vérifierai que vous avez fini de remplir le polycopier à partir de cette vidéo. À bientôt.